Alors aujourd'hui, on se penche sur une analyse assez percutante de Craig Mochibert, qui est un ancien haut responsable des Nations unies. Il s'attaque de front à une résolution récente du Conseil de sécurité sur Gaza, et on va le voir, son point de vue est, disons, plutôt direct. Et ça commence très fort. L'analyse s'ouvre avec cette phrase choc. En 1 minute de vote, le Conseil de sécurité a perdu toute légitimité. Ouf! Ça donne tout de suite le temps et ça montre bien la gravité de ce qu'il s'apprête à dénoncer. On entre donc dans le vif du sujet. La première partie de son argumentaire, c'est une accusation en bonne et due forme contre le Conseil de sécurité des Nations unies, qui est quand même le cœur du réacteur de l'organisation. D'après Mochibert, cette résolution du 17 novembre a plusieurs problèmes fondamentaux. D'abord, elle ignorerait complètement le droit international. Ensuite, elle punirait les victimes tout en récompensant les responsables. Pire encore, selon lui, elle donnerait le contrôle de Gaza aux États-Unis qu'il n'hésite pas à qualifier de co-auteurs du génocide. Et au final, elle nierait aux Palestiniens tout droit de regard sur leur propre avenir. La conclusion qu'il en tire est brutale. Il soutient qu'avec ce vote, le Conseil de sécurité n'est plus qu'un outil d'oppression piloté par les États-Unis et qu'il devient un complice du génocide. C'est une affirmation d'une gravité vraiment exceptionnelle. OK, mais alors, qu'est-ce qu'il y a de si problématique dans cette résolution pour mériter un jugement aussi sévère de la part de l'auteur? Allons voir les détails d'un peu plus près. Au cœur de tout ça, il y a donc cette fameuse résolution du 17 novembre 2025. C'est une proposition américaine, et Mochibert affirme qu'en réalité, elle ne fait qu'entériner le plan Trump pour Gaza, un plan assez controversé qui viendrait redéfinir de A à Z la gouvernance et la sécurité dans la région. Les points clés de cette résolution, tels que décrits par l'auteur, seraient les suivants. D'abord, on met en place un conseil de paix dirigé par les États-Unis pour administrer Gaza. Ensuite, on déploie une force internationale de stabilisation, elle aussi sous commandement américain. L'article insiste sur le fait que ces deux entités travailleraient main dans la main avec le régime israélien et que leur but serait de mettre en œuvre le plan Trump. L'auteur se penche ensuite plus en détail sur ces deux nouvelles entités créées par la résolution. C'est intéressant de voir comment ils décortiquent leur structure et leur mission. Le portrait qu'il en fait est assez frappant. D'un côté, on a le Conseil de paix, qui agirait comme une administration de transition. De l'autre, la force de stabilisation, qu'il décrit carrément comme une force d'occupation armée. Et le gros point commun, selon son analyse, les deux seraient dirigés par les États-Unis, avec une chaîne de commandement qui remonterait jusqu'à Donald Trump. Et les pouvoirs de ce Conseil de paix seraient, disons, assez vastes. D'après le texte, il pourrait gouverner l'ensemble de Gaza, contrôler tous les services, l'aide, les déplacements des gens, la reconstruction. Mais ce qui inquiète surtout Mochibert, ce sont les clauses très vagues, comme celle qui permet de créer des entités opérationnelles sans les définir, ou celle qui lui donne l'autorité pour toute autre tâche qui pourrait être nécessaire. Ça laisse la porte ouverte à pas mal de choses. Et pour la force de stabilisation, son mandat serait de sécuriser les frontières, ce que l'auteur interprète comme une façon de confiner les Palestiniens. Elle serait aussi chargée de réprimer la résistance, de désarmer les groupes palestiniens, mais, point important, pas le régime israélien, et de former la police locale. Et l'élément clé, selon l'article, c'est qu'elle opérerait en collaboration explicite avec Israël. C'est ici qu'on arrive vraiment au cœur de l'argument de Mochibert. Pour lui, cette résolution entre en conflit direct avec des décisions qui viennent de la plus haute cour de justice au monde. Les contradictions que l'auteur soulève sont assez claires. D'un côté, la Cour internationale de justice, la CIJ, reconnaît le droit des Palestiniens à l'autodétermination. De l'autre, la résolution donne le pouvoir à des forces étrangères. La CIJ juge que l'occupation est illégale et doit cesser. La résolution, elle, la prolonge. La Cour dit que les droits ne sont pas négociables. La résolution les met à la discrétion des États-Unis et d'Israël. Mochibert arrive donc à cette conclusion. Le Conseil de sécurité est censé respecter le droit international. En ignorant de façon aussi flagrante les décisions de la CIJ, il soutient que plusieurs parties de cette résolution sont non seulement illégales, mais aussi ultra-vires. C'est un terme juridique qui veut dire en gros que le Conseil agit au-delà de ses propres pouvoirs. Alors, après une analyse juridique et politique aussi sévère, quel est le verdict final de l'auteur? Et surtout, qu'est-ce qu'il propose comme solution? Sa prédiction est sans équivoque, ce plan est voué à l'échec. Pour lui, c'est simple. Un projet qui n'a ni la légalité pour lui, ni la légitimité auprès des gens concernés ne peut tout simplement pas fonctionner à long terme. Face à cette situation, l'auteur lance un appel à l'action à la société civile internationale. Il suggère d'isoler le régime israélien, de redoubler d'efforts sur les campagnes de boycott, désinvestissement et sanctions, BDS, d'imposer un embargo militaire, énergétique et technologique et de poursuivre les responsables devant toutes les cours de justice possibles. Il termine avec un ultimatum directement adressé à l'ONU.
Pour lui, il y a deux choix. Soit la communauté internationale trouve un moyen de contourner un Conseil de sécurité bloqué, en utilisant par exemple le mécanisme de l'Assemblée générale appelé l'Union pour le maintien de la paix, soit l'organisation, pour reprendre ses mots, va tout simplement dépérir et mourir. Finalement, l'analyse de Mockibert dépeint un organe des Nations unies qui agirait carrément à l'encontre de sa propre charte fondatrice. Et ça nous laisse avec une grosse question en suspens. Si ce type d'argument est fondé, qu'est-ce que ça suggère sur la capacité réelle des institutions internationales à résoudre les grands conflits de notre époque? C'est une question qui mérite réflexion.